Bonjour, je suis heureux de participer à cette remise de prix au nom du jury Art, Esthétique, Littérature qui couvre un domaine très divers. En fait, nous avons retenu 5 thèses pour des mentions spéciales qui couvrent à chaque fois une discipline différente. Cela dit, notre jury a choisi de décerner le prix à Fleur Hopkins pour son magnifique travail sur les frontières de l'invisible. C'est une thèse qui est impressionnante par son ampleur, qui est fascinante par son iconographie, qui d'ailleurs reflète l'activité de l'autrice comme commissaire d'exposition, et elle est située au croisement des études littéraires et de l'histoire de l'art. Il y a un héros dans cette thèse, si on peut dire, c'est l'écrivain Maurice Renard, qui a été au cœur d'un mouvement intitulé Le merveilleux scientifique. Et en tant que tel, c'est une figure pivot de la culture visuelle du 1er XXe siècle. L'hypothèse de Fleur Hopkins, c'est l'émergence à cette époque d'un nouveau régime scopique, comme elle dit, où l'imaginaire scientifique de la littérature populaire fait le lien entre, appelons ça, la gloire de Jules Verne et l'avènement de la science-fiction. Il y va donc d'une extension tous azimuts du domaine du visible, moyennant l'invention fictionnelle de dispositifs techniques plus ou moins bizarres, des applications des rayons X aux prothèses visuelles de type cyborg. Dans ce dernier sens, les résonances sont nombreuses avec des problématiques tout à fait actuelles, comme la visualisation dans les médias des microbes et autres virus plus ou moins terrifiants. C'est une thèse qui nous a vraiment enthousiasmés et que vous aurez maintenant le plaisir d'entendre décrite par son auteur Fleur Hopkins, que je félicite. Merci beaucoup pour ce mot d'introduction, ainsi que pour ce prix qui fait particulièrement honneur à mes travaux, qui ont porté, comme vous le savez maintenant, sur cette Atlantide littéraire du merveilleux scientifique, qui s'est déployé entre 1900 et 1930, sous le patronage de Maurice Renard que vous apercevez sur le mur qui vous fait face. Alors ce récit merveilleux scientifique, contrairement à la science-fiction contemporaine, il se déroule dans le monde présent, et dans cet espace, il altère une loi physique, chimique, biologique, pour perturber le cours de l'intrigue de manière parfaitement crédible. Vous pouvez avoir par exemple une soucoupe volante qui va enlever les terriens et les amener sur Vénus, des microbes devenus géants et donc macrobes qui vont détruire Paris, ou encore un homme dans un utérus de verre. Pour explorer cette matière merveilleuse scientifique, j'ai essayé de bousculer un peu les outils qu'utilisent normalement les historiens d'art, et pour cela, je suis allée chercher du côté d'abord de ce qu'on appelle les études visuelles, c'est-à-dire légitimer d'aller explorer des affiches médicales, des chromolithographies, la petite presse et tout ce qu'habituellement les historiens d'art peuvent dédaigner. Je suis aussi allée voir du côté de l'archéologie des médias, c'est-à-dire une indiscipline qui étudie les machines, les créations qui sont restées au stade d'impasse, de projets, de brouillons ou tout simplement de folle rêverie. Ma thèse, elle estimait qu'entre 1900 et 1930, il y a eu un changement dans le régime scopique de l'époque, il y a eu l'avènement d'une nouvelle épistémée qui se passionne pour ce qu'on appelle le panoptisme, ou tout simplement, comme le montre le titre de ma thèse, pour la possibilité de voir au-delà du visible. À partir de là, j'ai choisi de décliner 3 scansions visuelles, 3 épistémées, qui montrait la filiation du roman merveilleux scientifique avec d'autres types littéraires qui lui étaient contemporains. La première scansion, voir au-dedans, elle montrait la filiation du roman merveilleux scientifique avec le roman expérimental de Zola. Et il s'agissait de montrer que 3 thèmes récurrents existaient dans le merveilleux scientifique, à la fois les voyages intérieurs, rentrer dans le corps humain et puis explorer les organes, la lecture des pensées, c'est-à-dire non plus utiliser le discours indirect libre, mais tout simplement aller triturer les cervelles, et puis la possibilité de voir les hommes invisibles qui se présentent sous la forme de vapeurs, sous la forme de nuages, sous la forme de pointillés. C'est là qu'on voit toute l'inventivité des dessinateurs de l'époque. Ma deuxième scansion, et là vous remarquez tout de suite une faute dans mon mur, elle portait sur l'idée de voir l'envers, puisque précisément le conte de fées, il ambitionne de percer les faux-semblants, et le merveilleux scientifique, il ambitionne lui aussi de se présenter comme une forme de merveilleux moderne, puisque Maurice Renard aimait à s'appeler le Charles Perrault contemporain.
Vous avez par exemple le thème de la miniaturisation, et vous voyez juste là cette fameuse menthe religieuse qui poursuit le héros complètement tétanisé. Vous avez aussi un autre thème qui est celui de l'agrandissement des microbes, et donc un jeu sur le changement d'échelle qui est récurrent dans le conte de fées tel qu'on le connaît à l'époque. Et puis un autre thème qui est celui de l'ubiquité, tout simplement pouvoir se téléporter, être ici et là-bas, en utilisant notamment des machines à communiquer avec les extraterrestres. Roman expérimental, conte de fées, et j'en viens à une troisième filiation qui touche cette fois à tout l'héritage pseudo-scientifique ou métapsychique. Et bon, c'est les bienfaits du direct, on peut corriger des petites erreurs, c'est pas voir l'envers, c'est voir au-delà. Puisque précisément, la métapsychie, elle ambitionne de voir au-delà de ce que nous présente le regard, notamment en allant voir du côté des condensateurs psychiques et des fluides, mais aussi voir le passé, grâce aux optogrammes, c'est-à-dire la dernière image imprimée sur la rétine d'un mort, ou encore voir des créatures invisibles, qui ne sont pas des spectres, mais simplement des créatures qu'on ne discernait pas puisqu'on n'avait pas les outils scientifiques suffisants. En plus d'avoir essayé de circonscrire un peu le modèle littéraire du merveilleux scientifique, j'ai eu la chance, vous le devinez sur le mur violet qui est à côté, d'avoir pu travailler avec un illustrateur, Guillaume Grécourt, qui s'est efforcé d'utiliser cette matière romanesque pour mettre en image toutes les machines qu'on rencontre au fil des pages. Et surtout, et c'est ce qui vraiment a fait honneur à mon travail, et je remercie très chaleureusement la Bibliothèque nationale de France, j'ai pu être chercheuse invitée là-bas pendant plusieurs années et monter une exposition qui montre bien que le merveilleux scientifique fait partie du patrimoine littéraire et artistique français et qu'il gagne à être découvert encore aujourd'hui. Et je vous donne la primeur de mes recherches actuelles. Je travaille actuellement sur ce qu'on appelle les récits sous images, c'est-à-dire cette forme de proto-bande dessinée qui se passionne pour l'imaginaire scientifique. Et puis, je m'intéresse aussi à la réception étrangère du merveilleux scientifique, notamment avec des couvertures ici de Gustave Le Rouge ou encore de Jean de La Hire. À votre tour maintenant de peut-être redécouvrir ces textes ou encore de prendre plaisir à vous promener. Merci.